Aujourd'hui, je reçois Joss, un humoriste qui monte et qui commence à se faire une belle place dans le monde du stand-up. Après avoir remporté le Lunéville Comedy Club, il montera sur la scène du théâtre de Lunéville à la fin du mois de septembre pour présenter son spectacle. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, ses débuts, les coulisses du métier d'humoriste, la création de ses sketchs, l'improvisation, mais aussi sur les doutes et le travail qui se cache derrière chaque éclat de rire. Bonjour Joss. Bonjour Jérémy. Tu as participé au Lunéville Comedy Club. Yes, c'est ça. Que tu as remporté suite au vote du public. Donc du coup, Exact. Tu vas te produire au théâtre fin septembre. C'est ça, le 25. Je fais l'ouverture de la saison culturelle. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Avec plaisir. Je suis là pour ça en même temps, donc nickel. Moi, c'est Jocelyn, j'ai 24 ans. Je fais du coup du théâtre, du stand-up, du théâtre d'impro. Je donne des cours de théâtre à Metz. Mon objectif, c'est de vivre du stand-up ou du théâtre humoristique de manière générale. De base, et je le raconte dans le spectacle justement, c'est que je voulais être, quand j'étais petit, sportif professionnel, sportif de haut niveau. Moi, je suis un passionné de foot, de tennis. J'ai fait du basket aussi, du rugby. J'en parle tout ça dans le spectacle. Et vraiment, c'était le truc dans ma tête. C'était même sûr que j'allais devenir footballeur professionnel. C'était sûr à 100%. Parce que j'étais le meilleur de mon équipe quand j'étais petit, etc. Donc pour moi, c'était évident en fait. On est toujours les meilleurs. Voilà, dans notre tête, peut-être. Mais en tout cas, j'étais un peu le capitaine et tout. Donc j'étais vraiment content. Mais je jouais dans un tout petit club. Et en fait, on voit la différence quand j'ai voulu faire un essai dans un grand club de la région. Là, j'ai vu la différence de niveau, je me suis dit, c'est terminé, c'est pas grave. À 12 ans, retraite sportive. À 12 ans ? Ouais, à 12 ans, retraite sportive, c'est tôt. C'est tôt, mais du coup, j'ai réfléchi un petit peu, qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Dans quoi je suis bien ? J'ai toujours aimé également la comédie, faire rigoler. Je voulais mixer un petit peu les deux. Du coup, j'étais fan. Je voulais être Chris Waddle, un petit peu. Je connais pas. Chris Waddle, c'est un joueur de l'OM qui jouait dans les années 90. Moi, je suis fan de l'OM. Et c'était un excellent joueur, et en plus il faisait le clown, il faisait des blagues sur le banc, il faisait des blagues en interview et tout, et je me dis mais en fait on peut faire rigoler et être un sportif. Je vais être Chris Waddle des années 2020, je me projetais déjà. Je voulais être Chris Waddle, au final je fais juste les blagues et des interviews, mais je joue pas au ballon. Voilà. T'as toujours fait rire comme ça J'ai toujours été le rigolo de la classe, mais plutôt positif, c'est-à-dire que j'arrivais à faire rigoler les profs aussi. Et voilà, en fait, quand on est enfant et qu'on fait rigoler les adultes, on va dire de manière franche, on se sent trop fort. Non, vraiment, on se sent. Ça devait être un sacré bordel en classe. C'était mais joyeux parce que j'étais dans une école vraiment sage. J'étais l'élément entre guillemets un petit peu perturbateur, mais j'avais toujours quand même des très bonnes notes. J'étais quand même gentil. J'étais trop bavard. J'étais élève. Attention, il faut se concentrer. Mais il y a des bons résultats, il est gentil. Voilà, j'essaie de faire rigoler. Bon élève quand même. Ah ouais, j'ai toujours été peut-être même très bon élève. Mention très bien au brevet, mention très bien au bac. Je le dis parce que ma sœur a raté la mention très bien au bac et elle écoutera ce podcast, j'en suis sûr. Donc je vais à Nargue en direct et en replay également. Voilà, je l'embrasse. Et tu t'es entraîné sur qui du coup Je dirais que les premières scènes, du coup comme j'ai une grande sœur, c'était des petits sketchs qu'on faisait tous les deux avec ma sœur. Vous savez, le fameux rendez-vous à 19h dans le salon, spectacle, etc. Les parents leur faisaient des petits cartons, leur donnaient rendez-vous pour le spectacle. Et on avait préparé un truc l'après-midi dans la chambre et on leur faisait des spectacles de danse sur des pays, des petits sketchs, etc. On partait beaucoup aussi en club de vacances. Et en club de vacances, dans les clubs enfants, on est tout le temps dans les clubs enfants, il y a toujours le spectacle de fin de semaine ou de fin de séjour. Oh là, la douloureuse pour les parents. Et nous, on était toujours, quand on était dans le même club, on avait nos sketchs à nous et on les ramenait dans le spectacle. On disait, alors, vous faites votre spectacle, mais nous, on veut rajouter notre moment à nous où on fait ce sketch-là, ce sketch-là, ce sketch-là. Et en général, les gens disaient oui. Et les animés, ils étaient cool, ils nous laissaient faire nos trucs. Et du coup, une question me vient en tête. Tu fais toujours avec ta sœur ? Tu t'amuses toujours avec elle ? Elle habite à Paris. Elle est un peu plus loin, mais on est toujours très très proches, bien sûr. Et on s'entend évidemment extrêmement bien. Elle doit être fière de toi quand même que tu aies avancé à ce point-là. Ouais. Elle est, je suis aussi très fier d'elle. Elle travaille dans le cinéma d'animation. Elle travaille sur le Astérix qui va sortir là.
Donc je vous invite à aller voir le film qui va sortir, le nouveau Astérix. Voilà, petite D'accord. passe décisive. Génial. Je dirais que je lui dois aussi beaucoup parce que c'était à la maison, c'est la grande sœur et donc on essaye un peu de calquer son comportement sur le plus grand ou la plus grande de la famille parce que c'est cool d'être comme le plus grand, les plus grandes. Et donc on s'est pas mal chamaillé, mais c'était toujours vraiment très, très positif, très, très sympa entre nous et on s'entend super bien aujourd'hui, encore plus. Donc c'est très chouette et elle me soutient, elle like mes vidéos, elle commente mes vidéos, Et tes elle les parents? partage. Mes parents, ils me soutiennent beaucoup, beaucoup et je pense que sans ce soutien-là, j'aurais pas pu me permettre de poursuivre, on va dire, dans le milieu artistique parce que j'ai passé le bac dans les années Covid. Donc j'ai commencé les études supérieures dans le Covid, mais c'est des études de théâtre et de cinéma. Donc en fait, il y avait plus la pratique qu'on on devait faire normalement du théâtre, tourner des trucs de cinéma, etc. Mais c'est Covid, donc on devait faire de la visio. Au lieu de jouer les textes, on faisait juste des lectures, etc. Chiant. Voilà, chiant pour quelqu'un qui voulait vraiment être créatif, produire, etc. Vraiment déjà des petites œuvres, etc. Donc je me suis dit, je peux pas continuer. Donc j'ai fait plusieurs L1 de différents trucs, langue, art du spectacle, etc. Et j'ai arrêté, donc au final je me suis arrêté à une L1 validée, qui au final ne me sert donc à rien du tout. Hein, mais j'ai trouvé du coup un poste, on m'a offert l'opportunité de travailler, maintenant je donne des cours de théâtre, donc à la Fabrique à Metz, qui est l'école, c'est une école d'art en fait, donc danse, théâtre, etc. T'es Dis-moi. tout jeune pour donner des cours de théâtre? J'ai commencé l'année dernière, donc j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Je commençais en cours d'année. Donc je donne des cours de théâtre pour l'instant à des enfants, donc de 6 à 17, 18 ans. Quand même, non? Donc j'ai 6 groupes cette année. On travaille toute la saison pour présenter un spectacle à la fin aux parents, etc. Ça s'est super bien passé, vraiment c'était une très bonne année. Et à partir de l'année prochaine, je vais reprendre plus de cours avec des adultes, donner des cours de théâtre d'impro, donner des cours de stand-up aussi. Je le dis de manière un petit peu officielle. La Fabrique, du coup, qui a produit pas mal d'artistes ces derniers temps dans le coin, à savoir du coup Jocelyn Dailly qui est aussi mon metteur en scène, Dougle Frisé qui tourne pas mal, Beniz qui est un humoriste qui gère maintenant le tram à Mézières. D'accord. Ah, donc on a pas mal d'artistes qui ont leur spectacle, etc. dans le coin. Et on avait un groupe de stand-up, on était une dizaine d'artistes. On a fait pause au groupe de stand-up et là je le relance cette année. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin de Metz, etc., si ça vous intéresse de vous lancer dans le stand-up, il y a des cours à Metz qui se lancent. Voilà, donc Le qui se message est relancent. passé. Donc le message est passé. Voilà. Du coup, tu t'entraînes, tu crées ton spectacle et tu fais une première représentation quand et comment? Alors, j'ai commencé donc à la Fabrique en tant qu'élève et ensuite je suis devenu prof là-bas. J'ai commencé dans le théâtre d'impro là-bas à 14 ans. Puis 2 ans après, je me suis inscrit dans le groupe de stand-up du coup. Et l'objectif, moi, c'était à ce moment-là d'avoir un spectacle. Donc ça m'a pris quand même, je dis en général, les gens sont impressionnés parce qu'à 22 ans, j'avais mon spectacle. Mais ça m'a pris 6 ans pour l'écrire au final. Donc c'est pas si dingue au final. Les gens sont impressionnés, mais calmons-nous. En 6 ans, on a bien le temps d'écrire un spectacle. C'est long ou c'est normal? Non, c'est long parce que je suis pas très productif. J'ai vraiment pris le temps. Après, de 16 à 18 ans aussi, j'ai écrit des textes qui, au fur et à mesure, n'entraient plus forcément dans ce que j'avais envie de raconter à 22 ans, 23 ans. Donc il y a forcément des choses qui sont parties. J'ai dû écrire plus de 2 heures, peut-être 2 heures et demie de texte, mais il y a la moitié quasiment qui est partie. Le spectacle, là, il fait, quand je fais pas trop d'impro et que je pars pas trop en live, ça fait 1h25, 1h30, voilà. D'accord. On va dire. Et c'est où que tu t'es produit la première La fois? première que j'ai fait, c'était donc au tram de Mézières. C'est un petit peu, donc c'est la salle, on va dire, avec laquelle on a le plus de liens à la Fabrique, puisque du coup maintenant, donc c'est Beniz qui gère cette salle. Et donc, quand les humoristes de la Fabrique ont leur premier spectacle qui est bouclé, le cadeau, c'est qu'on vient jouer la première au tram, qui est une salle qui est très cool parce qu'elle peut être, on va dire, les gradins sont rétractables et modulables. Donc en fait, à partir du moment où tu vends 150 billets,
ou 500, la salle, elle est pleine. D'accord. Donc en fait, moi, j'avais fait 170, j'avais vendu 170 billets, ce qui est cool pour un premier spectacle. Et du coup, la salle était complète. Et donc, c'était vraiment incroyable, vraiment très très bon souvenir, forcément beaucoup de fierté. Et il y avait beaucoup de mes profs que je faisais rire quand j'étais petit qui étaient là. Des profs de primaire, des profs de collège, des profs de lycée. C'est excellent. Ouais, ça m'a fait très très plaisir. Donc, vraiment, c'est un très très bon souvenir. Ouais. Ils ont vu l'annonce passer, ils se sont dit, il faut qu'on aille le voir. Ouais, bah, on a fait pas mal de com. Je remercie ma mère là-dessus qui s'est donnée à fond. J'en parlais aussi un moment dans le spectacle. Elle était très présente là-dessus. On avait gardé contact un petit peu avec les professeurs parce qu'on était toujours dans les assos de parents d'élèves où j'étais délégué de classe, des trucs comme ça. Donc j'avais toujours eu quand même un plutôt bon rapport avec mes profs. Donc je les ai invités à venir voir. Et il y avait des profs de chacune de chaque génération, quoi, primaire, collège, lycée. Donc c'était très chouette. J'étais très très content. Et je les remercie encore. Et là, tu me parles de tout ce qui s'est bien passé. Mais est-ce que tu t'es déjà pris un énorme bide ? Je suis sûr que Oui. oui. Alors, en vrai, je trouve que par rapport au nombre de scènes que j'ai fait, je m'en sors plutôt bien. J'ai pas eu de bide vraiment atroce, où vraiment c'est horrible. Le moment malaisant sur scène. Oui, ça, il y en a plein. Parce qu'en général, j'ai quand même, comme j'ai été bien entouré sur l'écriture, etc., quand on faisait des cours, on proposait notre sketch avant à du public averti en plus. On va dire que je me lançais jamais sans parachute sur scène, quoi. J'avais testé le sketch auprès de plusieurs humoristes qui m'avaient dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu testes, on verra. Donc je me suis jamais vraiment lancé en mode One Again and Beast to Fly. Finalement, je me suis jamais lancé comme ça. Voilà, nous sommes en 1982. Mitterrand finit sa première année de mandat. Non mais je me suis jamais lancé vraiment comme ça. Mais des fois on fait dans des plans foireux et là en fait c'est la catastrophe pour tous les artistes en fait parce que on est reçu n'importe comment, c'est mal organisé. Des fois il y a personne. On était dans une, je citerai pas le lieu mais si la personne écoute elle saura. C'est un bon pote qui m'avait placé sur une soirée. On arrive, c'était un concept journée 24 heures dans la salle de la ville. Et pendant 24 heures, ça s'arrête jamais. Il y a plein d'activités, concerts, spectacles, jeux de société. Donc c'est très bon. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Pendant 24 heures, ça s'arrête jamais. On arrive, il y a 0 spectateur. Dans une salle qui peut être une salle de concert où tu peux mettre 300 personnes debout. Au moins. Donc ça fait bien vide. Il y a une scène, parce que c'est vraiment une belle salle quand même. Il y a une scène, on me dit « Ah non, vous pouvez pas y aller dessus parce qu'il y a des instruments de musique, parce qu'après il y a un concert. Donc il y a déjà tous les instruments de musique qui sont posés dessus, vous pouvez pas jouer sur scène. Donc on joue devant la scène. Mais il n'y a pas de spectateurs de toute façon. Donc bon, alors, en vrai, donc on joue devant les musiciens. Juste eux, plus l'organisation. On doit avoir 8 spectateurs pour une salle qui peut faire 400 ou 500. C'est peu. Ah oui, non mais ça doit faire tout bizarre. Ouais, on joue. Et il y a cette phrase qui est, quand on joue en général dans ce genre de soirée, c'est sortie au chapeau. Parce que du coup, le public donne un petit peu à la fin. Et là, du coup, il y a eu cette phrase de l'organisateur qui dit à la fin de notre spectacle, chapeau annulé. Comme ça, parce qu'il n'y a personne en fait. Donc forcément. Et après, les musiciens montent sur scène pour leur concert. Et nous, on était remontés avec les autres artistes. Et donc, on se retrouve avec une vraie vision magnifique. On est en haut, on est en surplomb. Il y a la salle avec les musiciens, mais ils sont à fond, eux, ils font leur truc. Et avec une seule personne dans la fosse, l'organisateur qui les regarde en croisant les bras comme ça. Mais il s'est passé quoi ? Il avait pas fait de quoi ? Alors, ils avaient fait... On se pose la question quand même. Et on était en juillet, en pleine vacances scolaires, et ils disent, mais je comprends. En fait, ils ont l'éclair de lucidité pendant qu'ils le racontent. Oh, mais je comprends pas, on a mis plein de messages et plein d'affiches dans les écoles. Nous sommes le 13 juillet. Il n'y a personne à l'école. Il n'y aura donc personne dans la salle des fêtes. Voilà, des trucs un peu cons comme ça. Sinon... Allez, un beat sur scène. Un beat sur scène. Un moment, on va dire, un petit peu malaisant. Parce que des fois, nous aussi, on commet des erreurs quand on commence, on va dire. Et il y avait... Je jouais à Metz dans un bon comédie club. En plus, ça se passe plutôt bien. Je commence, ça se passe correctement. Il y a eu d'autres artistes avant, ça s'est bien passé. Et il y a 2 filles qui arrivent en retard, qui arrivent du fond de la salle et qui viennent se placer. En général, quand on arrive en retard, on reste soit au fond debout
et on attend un petit passage entre les artistes pour pouvoir s'asseoir, ou juste on reste debout, ou alors s'il y a des places au fond, on s'assoit au fond. Et là, elles viennent vraiment, elles se rapprochent de la scène, et il y a 7 ou 8 rangs quand même, hein, et elles viennent jusqu'au 2e, 3e, et après elles veulent s'asseoir, mais elles ne veulent pas s'asseoir sur les chaises qui sont le plus sur le côté, elles commencent à retraverser entre les gens, elles traversent, elles disent pas pardon, elles sont comme ça, elles marchent. Moi je continue mon truc, mais bon, tout le monde a remarqué qu'elles sont là. Donc je dis bonsoir, peut-être un peu en retard, voilà. Mais à l'époque, j'ai 19 ans, je suis tout jeune, donc en mode bon, ça, allez, bonsoir. Elles s'assoient, elles me disent pas, elles me répondent pas. Elles s'assoient et elles gardent leur téléphone allumé. On est dans le noir, hein, et la lumière maximum de la luminosité. Et donc vraiment, je vois leur tête et je dis ah mesdames, s'il vous plaît, le téléphone. Et elles répondent pas. Et je me dis là, le public, il va être de mon côté, donc je vais les cartonner. Je fais, bon, bah, en fait, vous êtes vraiment des connasses, hein. Aucune réaction. Elles me regardent comme ça, les deux. Le public, ils sont en mode. En fait, il y a des rires, mais il y a des oh. Il y a beaucoup plus de oh que de rire. Il y a beaucoup plus de oh. Il y a été fort. Et c'est dur de reprendre après ça, de avoir l'air sympa. Parce que si t'as pas l'air sympa, c'est dur de faire rigoler les gens. Sauf si c'est ton personnage d'être un connard, mais là pour le coup c'était pas mon personnage, c'était moi, j'ai voulu un peu les cartonner, pas de réaction. Donc voilà. Un autre truc qui est peut-être, on va dire, plus fun, j'ai joué dans un bar au Luxembourg, restaurant, on va dire restaurant luxo et Afrique subsaharienne. C'était un mix des deux. D'accord. Et donc, très sympa, très bonne ambiance. Et à un moment donné, en fait le présentateur, le MC, il a un micro. Et donc les artistes aussi, mais il y en a 2, donc ils sont branchés tous les 2. C'est-à-dire que lui, pendant le passage des artistes, des fois il faisait des commentaires, il nous parlait, machin. Et à un moment donné, pendant mon sketch, il y a un monsieur qui rentre dans la salle, et là le MC, il le regarde, il est tout content. Il dit, je suis en train de parler, donc moi je fais mon sketch et tout, les gens ils m'écoutent quand même. Et il prend son micro et il fait « Et voilà, monsieur le candidat aux élections des députés européens qui viendra nous parler tout à l'heure sur scène. » Moi, je suis sur scène en train de parler. Oh, putain. Il y a un autre gars qui arrive en retard. Pareil, comme tout à l'heure avec les filles, il traverse toute la salle. Et là, il ne s'arrête pas au 2e rang. Il s'arrête pile devant moi. Il me serre la main pendant que je joue. Et il monte sur scène derrière moi. Et en fait, il y avait une sorte d'habitude qu'il y ait des musiciens dans ce resto. Et donc le mec se met derrière moi. Et après chacune de mes blagues, ils agitaient des maracas. donc bon, là, j'en ai joué. Je dis, bah écoute, dès je fais une blague, il n'y a pas de rire, je te désigne, je te montre du doigt et toi tu fais tch. Et donc l'entracte vient. Et là, le candidat aux élections députés, nous fait vraiment un discours de 35 minutes sur tout son parcours politique, son programme aux élections européennes. Et ça, pendant 35 minutes, je vous explique. Alors oui, de base, j'étais au Parti Socialiste, mais ensuite, j'ai évolué. En plein milieu d'un truc de stand-up. Bon, le mec, en soi, très, très, très courtois, etc., très sympa, mais juste... aucun rapport, en fait. Des fois, les gens, ils tentent des mix de trucs. Ouais, mais non. Stand-up, élection, parcours électoraux, je sais pas. Je pense qu'on a assez du gouvernement pour faire du stand-up. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'était des luxembourgeois, donc je connais pas leur personnalité politique. Mais il y en a 2-3 qui avaient l'air gratinés, en tout cas. Voilà, c'est des trucs où on en rigole après coup, en fait. Même sur le coup, en vrai. Quand il y a un député qui vient faire un discours pendant un truc de stand-up, on était mort de rire parce que c'est lunaire, en fait. Non, mais c'est n'importe quoi, en fait, les situations comme ça. T'as pas terminé quand même avec les filles? T'en as fait quoi à la fin des gonzesses? En fait, une fois qu'il y a eu j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction, j'ai dû repartir vraiment sur autre chose. En fait, et elles ont continué à regarder leur téléphone. Après, je dirais quand même que non, de mémoire, après elles l'ont posé, mais elles ont pas rigolé toute la soirée, quoi. Elles ont pas passé un très bon moment. Elles ont pas passé un moment. Et du coup, ouais, c'est ça en fait. Donc attention quand on cartonne le public. Voilà, il faut pas en abuser. Donc tu nous parles de tout ton spectacle, etc. Qui est Joss sinon en dehors de tout ça quand tu ne fais pas rire? En fait, je pense que sur scène, je suis assez moi-même. Je me ressemble un petit peu. Peut-être que je suis un petit peu une caricature de certains de mes
traits de personnalité, mais globalement, je fais partie des gens, on a tendance à dire, dans l'humour, il y a des gens qui sont entre guillemets des vrais marrants, dans le sens où, ça veut pas dire qu'ils sont plus drôles que les autres, mais qui sont vraiment des blagueurs dans la vie. Et moi, j'en fais partie, je pense. C'est mieux. Mais en fait, il y a plein d'humoristes qui sont pas des gens blagueurs dans la vie. Il y en a plein. Ah, tu les vois quand même. Hein. C'est pas dur à deviner, mais il y a des personnages qui sont vraiment très drôles sur scène, mais c'est leur métier, c'est leur truc, mais qui dans l'instantanéité, dans la vie, on va dire sociale, vont pas forcément être les personnes les plus drôles. Et du coup, vraiment, il y a des gens, on va leur dire ah bon, t'es humoriste, etc. Moi, pour le coup, en général, quand on me connaît un petit peu, on n'est pas étonné, on me dit ah ouais, ça c'était sûr ça. Ah ouais, les gens ils font genre ils nous ont trop bien scanné quoi. Ouais, je me disais. Quand on t'invite comme ça en soirée, truc dans le genre, on attend de toi quand même. Tu dois avoir des moments où t'en as marre d'essayer de faire rire. En fait, alors il faut juste pas qu'on m'introduise comme l'humoriste, parce que si on dit ça, les gens ne me connaissent pas. Ils vont dire lui c'est un humoriste. Après il y a toujours quelqu'un qui fait fais-nous une blague, vas-y, fais-nous rire, allez. Et là, il y a une pression énorme, parce que si t'es pas drôle là-dessus, ça va juger. Enfin, toute la suite de ta carrière est terminée pour ces gens-là. Et tu ne seras jamais drôle pour eux. T'as des jours où t'as pas envie, quoi. Moi, j'ai toujours envie de faire rigoler. Franchement, c'est vraiment le truc qui ça me définit socialement. C'est vraiment Jocelyn, il est drôle. C'est vraiment et ça me fait plaisir. C'est le mot qui je pense me va le mieux. Si on pouvait me décrire sur un truc, ce serait ça. C'est il est marrant, ou moi j'essaye de faire rire, et globalement ça marche souvent. Je suis assez caméléon dans le sens où je peux faire rire un petit peu tous les milieux, tous les styles de gens. Donc ça, je suis assez content. Je me fonds assez bien dans les décors, on va dire. Je t'ai découvert moi avec une blague. On va éviter d'en parler là. J'ai pas trop envie de me faire bloquer sur les. C'était une blague trash. Oui, sur Instagram. Donc je conseille aux gens d'aller voir. Ok. Il y a 2-3 de sympas. 2-3 de sympas. Non. Merde, en plus, j'espère qu'il y en a un peu plus que 3, mais parce que sur 1h30 de spectacle, s'il y en a 2. Mais alors. Ok, mais. Putain, je me suis fait avoir tout non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Il y en a 2-3 qui sont encore plus sympas que les autres, qui sont déjà sympas. Il y en a plein d'autres qui sont très très bien aussi. Je t'ai connu comme ça, mais comment t'es venu Est-ce que pour toi c'est obligatoire de passer par les réseaux sociaux ? Voilà, ça va plutôt être comme ça. Parce que tu es beaucoup présent. Ouais. Longtemps, j'ai pas fait le travail, on va dire, de vraiment les développer. J'ai mon compte personnel et j'ai mon compte humoriste, on va dire. Et je postais deux, trois petites photos sur scène de temps en temps quand je jouais, mais c'était vraiment juste plus un petit journal où je mettais mes actus, etc. Et en fait, à partir de il y a peut-être une dizaine de mois, un peu moins d'1 an, j'ai commencé à me dire ok, là je développe vraiment, je fais vraiment des vidéos pour continuer à travailler, parce qu'en fait, une fois que j'ai eu mon spectacle, j'ai eu un petit peu un relâchement de pression au niveau de l'écriture du travail. Je m'étais un petit peu assoupi, on va dire, pendant 1 an et demi, où j'avais vraiment beaucoup moins écrit, j'avais quasiment rien produit de nouveau. J'avais continué à jouer, etc. Mais je travaillais moins et j'avais moins la force d'écrire vraiment des sketchs. Et donc je me suis dit, écoute, en attendant au moins, réfléchis à des vidéos. Donc ça te permet de continuer à travailler, de réfléchir à faire rire. Et en plus, tu développes tes réseaux sociaux, qui est quand même un outil nécessaire, je sais pas. Ça dépend ce qu'on veut vraiment faire, comment on veut vivre du stand-up, comment on veut vivre de tout ça, mais qui est important pour se faire un petit peu connaître. Et donc je te disais en off que en 1 an, j'ai multiplié, en moins d'1 an même, j'ai multiplié par 3 mon nombre d'abonnés juste en faisant des vidéos tous les 2-3 jours, en fait. Ouais. Donc ça marche. Il faut être productif, il faut trouver son concept aussi. Oui, t'as un concept bien particulier. Ouais. On pourra, là, je pourrais t'envoyer, tu pourras mettre des petits extraits vidéo. C'est qu'en fait, j'essaye de varier, mais globalement, j'ai trouvé un truc que j'aime bien, c'est les choses préférées des célébrités. Ça s'appelle, donc c'est par exemple les fromages préférés des célébrités. C'est toujours basé sur une blague, un jeu de mots, un truc un peu. C'est toujours des blagues sur les célébrités. Donc par exemple, les fromages préférés des célébrités, Jeanne d'Arc, la bûche. Voilà, par exemple. Voilà, simple, efficace. Mais voilà, ou alors ça va être les célébrités qui se détestent. Donc Antoine Dupont et Lady Di.
pour ceux, voilà. Donc c'est toujours des blagues comme ça. Et en plus, ce qui est très cool avec ce format, merci de rire. Ce qui est très cool avec ce format, c'est qu'il est participatif dans le sens où je dis toujours aux gens dans les commentaires, proposez-moi des idées, proposez-moi des thèmes, et du coup les gens ils participent un petit peu aux vidéos. Donc moi je cherche mes idées, des fois je vais piocher dans les idées des gens, donc les gens ils sont ah t'as utilisé ma blague, ils sont contents parce que pour le coup c'est pas du vol, là je leur dis je vais les prendre, attention hein. C'est super trash. Et du coup il y a de tout en fait. J'aime bien l'humour trash. Mais j'aime bien aussi l'humour basé sur les jeux de mots, les sonorités. J'ai un peu tous les styles. J'essaye de varier un peu tous les styles pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis ça me ressemble, on va dire. J'aime bien faire des blagues trash, mais je peux aussi faire des trucs plus grand public pour les gens qui sont pas forcément adeptes de l'humour noir, trash, etc. T'as des limites quand même? Ma limite, ça va être... alors, sur les réseaux sociaux, je fais un peu plus attention parce qu'on n'est pas dans un cadre d'humour, en fait. On est dans un cadre où les gens, ils sont sur Internet et ils voient des trucs. Donc, ils peuvent se dire, c'est qui ce mec qui fait des blagues horribles ou qui dit des trucs sur scène. Ma limite, ça va être, est-ce que c'est drôle? Et est-ce que c'est vraiment le bon angle, on va dire, sur le sujet? Moi, je pense qu'on va parler de tous les sujets. Vraiment de tous les sujets, pour le coup il n'y a pas de limite. Par contre ça va être l'angle, ça va être par exemple quelqu'un qui fait des blagues sur j'ai fait pas mal de blagues sur le nazisme, voilà. Ça sera peut-être pas sur TikTok ce passage là, je sais pas, mais on va dire que ok, si je fais une blague sur le racisme, si je fais une blague sur l'homophobie, si je fais une blague sur des sujets qui sont trash, quel est l'angle utilisable pour que le message il passe, pour quand même dénoncer ce dont on parle. Parce que le but, c'est pas juste de faire une blague sur insérer le nom d'une communauté. Ils sont eux, je les aime pas. Voilà, ça a aucun intérêt. C'est juste choquer pour choquer. Par contre, choquer en faisant rire, en faisant passer un message qui est positif ou qui se moque des gens qui sont dans la haine, etc. Pour moi, à ce moment-là, tu peux permettre tous les sujets, puisque tu dénonces et que tu utilises l'humour qui peut servir, qui peut être une arme politique, on va dire. C'est un peu le principe du stand-up, arrête-moi si je me trompe, mais on est quand même de toute façon souvent dans l'humour noir, etc. Il y a de tout, franchement il y a de tout, mais de base, oui, en fait moi j'ai tendance à dire que c'est un petit peu le rap du théâtre, le stand-up. On est un petit peu les rappeurs du théâtre, les rappeurs de la scène. Il y a vraiment des liens parce que le stand-up ou le rap ça vient plutôt des Américains, ensuite c'est arrivé plutôt dans les quartiers ou dans les banlieues et après tout le monde se l'est approprié. Donc il y a eu le one man show avant qui n'est pas tout à fait pareil que le stand-up. Le one man show ça va être plutôt encore des spectacles humoristiques, mais on va jouer des personnages, on va faire du seul en scène, on va parler comme si on était par exemple Gad Elmaleh, au départ, ce qu'il fait, c'est plus du one-man show parce qu'il fait des personnages et maintenant il fait aussi du stand-up. Il parle aux gens directement, il a le micro à la main, etc. Il y a une petite nuance. Moi, je suis un petit peu entre les deux, entre one-man et stand-up. Parce que le stand-up, tu vas plus interagir avec ton public. C'est vraiment, je suis sur scène, je vous parle, c'est moi, il n'y a pas forcément de personnage. S'il n'y a pas vraiment de carapace, c'est vraiment, je vous parle, je vous dis... je vous raconte ma vie, entre guillemets. Alors bien sûr, on enjolive, on raconte des trucs qui des fois nous sont jamais arrivés, mais c'est sous cette forme-là. C'est sous la forme, je vous raconte ma vie, je vous raconte des trucs qui me sont arrivés ou j'ai remarqué des trucs et je vous en fais part. Directement. Toi qui fais rire maintenant depuis de nombreuses années, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence, qu'on ne pouvait plus rire de tout, qu'il y avait... Alors, moi je pense qu'on peut toujours rire de tout. Par contre, il faut aussi se dire que l'époque a évolué, donc on a une mentalité différente vis-à-vis de certains sujets. Il faut les traiter différemment, ça, comme je disais. Ça peut devenir chiant par moment. C'est une gymnastique mentale. C'est une gymnastique plus difficile. C'est sûr que si on veut faire une blague sur le racisme, maintenant, il faut un peu plus réfléchir que faire les babines et dire j'ai un os dans le nez. Ça, c'est sûr que Michel Leb, désolé, j'ai vu qu'il refaisait un spectacle. J'espère qu'il fait autre chose. Voilà. Mais je trouve que sur scène, en tout cas, on est toujours libre. Sur scène, on est libre. Mais il faut se préparer à recevoir des critiques.
Moi, je comprends qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas certains humoristes, certaines choses qu'ils font, etc. Mais il ne faut pas interdire qu'en tant que ça reste de l'humour vraiment et que c'est de l'humour, on peut parler pour moi de tous les sujets, etc. Par contre, il faut se préparer, comme on est sur une génération où on peut publier sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis sur Internet, eh ben, on a toujours le droit de rire de tout. Par contre, il y a des gens qui vont te critiquer, comme à l'époque, ça se faisait déjà, les gens ils disaient j'aime pas, etc. Ils envoyaient des lettres avant aux humoristes. Donc en fait, le grand public se disait personne ne dit rien. Non, juste ils envoyaient des lettres. Maintenant, on envoie des messages, on tweet, on met sur Insta, en story. Donc quand quelqu'un est pas content de ce qu'a fait un artiste ou quelqu'un de manière générale, que ce soit une personnalité politique ou un humoriste, là, ça va se voir parce que c'est en ligne. Mais en fait, on peut toujours, pour moi, rire de tout. Par contre, on peut s'attendre à recevoir des messages négatifs de gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, de gens qui sont... Non, franchement non, parce que je reste quand même dans les clous, je reste quand même toujours à la limite. On va dire que je vais jamais dans le ultra trash, je vais toujours dans le piquant, mais pas plus que ça. C'est un petit peu 2 piments sur 3 sur l'échelle de la carte des restaurants. C'est pas non plus inflammable à ce point. Non, voilà. Mais un petit peu en spectacle quand même. En spectacle, ouais, je peux me donner plus, parce que là, c'est un autre cadre. Internet, c'est pas pareil. Internet, mais non, parce qu'Internet, les gens, ils sont pas forcément là pour voir de l'humour, ils sont là parce qu'ils sont sur leur téléphone et ils tombent sur des trucs. Par contre, quand je dis, moi je fais mon spectacle, vous me connaissez, vous payez pour venir me voir, donc là, on est dans un cadre où vous venez rigoler, moi je viens vous faire rire. Tout ce qu'on dit là, c'est dans le but vraiment de faire rigoler, alors de faire réfléchir aussi. J'espère pouvoir mettre de la réflexion derrière le rire, mais on sait qu'on rigole. Et on est dans un lieu où vous venez rigoler, moi je vais vous faire rigoler. Donc, quand on est sur scène, devant son public, dans son spectacle, là en général, la seule limite c'est est-ce que c'est drôle ? Tout simplement en fait, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on est drôle ? Et si c'est drôle, même sur un sujet grave, c'est ok puisque c'est drôle. Tu vas faire ton spectacle à Lunéville le 25 septembre. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu vas raconter de beau dedans ? Ouais, je peux vous faire la bande-annonce. Donc un peu plus que la bande-annonce quand même. Un teaser, un teasing. Je vous tease, j'essaie de vous donner envie de venir voir. Donc, du coup, le spectacle s'appelle Joss sort de sa chambre. C'est une façon de dire je rentre dans la vie d'adulte et je raconte comment je suis passé, donc, comme je disais au début, de celui qui voulait devenir footballeur professionnel à aujourd'hui, je monte sur scène, j'ai un spectacle, je donne des cours de théâtre, etc. Donc ça retrace vraiment ma vie avec donc plusieurs étapes, on va dire. Donc je suis enfant, je réfléchis à ce que je veux faire plus tard, footballeur. Ensuite je parle, je voulais être acteur de cinéma. Ensuite je dis comment je me suis lancé dans le théâtre, comment j'ai découvert le théâtre. Je parle de mes premiers jobs, je parle beaucoup du BAFA parce que j'étais animateur de colo, j'ai vécu pas mal de trucs là-dessus. Oh, t'as dû encore détourner plein d'enfants du droit chemin. Franchement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Tout le monde était sage et tout le monde est resté sage après m'avoir rencontré. Par contre, on fait vraiment des vraies rencontres et pour le coup, c'est quand même un petit peu du pain béni pour écrire des spectacles. En plus... Les histoires des gosses. Ouais, parce qu'en plus, moi, j'ai été animateur référent. Donc, j'ai travaillé plusieurs colos où j'étais vraiment l'animateur dédié à des jeunes en situation de handicap. Et là, c'est la régalade pour écrire des sketchs. Je me suis pas dit ça en acceptant, mais pendant mes séjours, je me disais ça fera une bonne blague, ça fera une bonne blague, ça fera une bonne blague. Ça fera une très bonne blague. ça fera un sketch, carrément. Certains trucs. Et... je parle beaucoup de ça, je parle beaucoup globalement de mon parcours, d'une vie qui est plutôt classique au final. Je suis un gars blanc qui habite à Metz, rien de dingue, mais dans une vie, on va dire classique, il peut se passer des choses quand on va un petit peu rencontrer les gens. Et pour moi, faire des colonies de vacances avec des jeunes en situation de handicap ou des fois issus de milieux sociaux plus difficile que le mien, ça fait des vraies rencontres, on se confronte à la réalité, on passe des bons moments et des moments qui sont parfois durs aussi, mais on en retient quasiment que du positif et on en retient au moins 20 minutes de mon spectacle, donc c'est rentable. T'as une histoire à raconter sur ton parcours au BAFA comme ça ? Alors ce que je raconte, disons que
le moment le plus fort que moi j'ai fait en colo, c'était quand j'étais j'étais tout jeune, hein, j'avais 19 ans encore, et on m'a proposé d'être animateur référent d'un jeune en situation de handicap, qui avait un handicap très lourd, qui était donc fauteuil électrique toute la journée. Il ne pouvait pas se servir vraiment de ses bras ni de ses jambes. Et ce qui est drôle, parce que c'est vrai, c'est que ses parents l'avaient inscrit en colo foot. Je le dis dans le spectacle, je dis ça paraît comme une blague et tout. Non, et c'est vrai, en fait, ça paraît très cruel comme ça, mais ils le mettaient dans les cages. Mais c'est vrai. Et en fait, lui, avec sa petite son petit truc de PlayStation qu'il avait sur son fauteuil, il se déplaçait, il couvrait sa cage, il lui a fait un but un peu plus petit, et les gens ne pouvaient pas trop tirer en hauteur. Et lui, dès que la balle arrivait, il se déplaçait, il tournait, etc. Et c'était un vrai passionné de foot et tout. On a passé vraiment des super bons moments. C'était voilà, ça, j'en parle dans le spectacle, on va dire plus précisément. Mais c'est un vrai bon souvenir et je me suis senti vraiment utile à un jeune. J'ai vraiment eu l'impression de lui faire passer des bonnes vacances, d'avoir créé une vraie relation aussi, parce qu'on a vraiment passé 2 semaines où je devais le laver, je devais le prendre de son fauteuil, le mettre dans son lit, le relever, tout en fait. Je devais tout faire avec lui et du coup c'était un moment qui était très fort. Et notamment la fin, c'est qu'en fait le train, on venait en TGV, on repartait en TGV, le train n'avait pas reçu entre guillemets la notification qu'il y avait un passager fauteuil très lourd et donc il ne passait pas les portes du train. Donc je lui ai dit bonne chance et je suis rentré dans le train et tout le monde il est c'est pas vrai. Évidemment, tout le monde est rentré dans le train, tous les enfants sont partis, sont rentrés chez eux et nous on était là tous les deux sur le quai parce qu'il passait pas, il rentrait pas dans le train avec son fauteuil. Donc on a attendu le train suivant, etc. On est rentré à minuit, 1h du matin alors que tout le monde était rentré à 19h. Et juste revivre des trucs comme ça en plus, ça crée vraiment quelque chose. Et j'ai pas eu l'occasion de le revoir, puisqu'il nous a quittés depuis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va très bien. Il s'arrête plus. Il va très bien. Il va très bien. Et j'ai eu des amis qui ont retravaillé en tant qu'animateur sur des colos où il était. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, en visio et tout depuis. Donc ça fait très plaisir. C'est des vrais bons moments. On fait passer des bonnes vacances, on passe des bons moments aussi, parce qu'en colo, qu'est-ce qu'on rigole, on est tellement fatigué, tout nous fait exploser de rire. On rappelle quand même que le handi-foot, ça existe. Hein. Bien sûr. C'est vrai que la situation est cocasse. La situation, à premier abord, elle est cocasse, et au final, on passe un moment qui est super. Pour tout le monde, pour les autres jeunes aussi, de voir que y a un jeune, il est en situation de handicap, il est pas complexé. C'était très drôle aussi parce qu'il y avait il était dans une chambre, ils étaient 2 ou 3 et il y a eu des changements de chambre parce que des fois les jeunes ils s'entendent pas entre eux, ils changent, etc. Il y en avait un jeune qui était autiste et ils l'ont mis dans la chambre avec mon jeune. Donc je me dis ok, ils ont vraiment fait des catégories, ok, je sais pas, et ils se sont engueulés à un moment et c'était très drôle parce que ceux qui aiment South Park, il y a un peu la combat d'infirmes. Je sais pas si vous connaissez cette vidéo, ce mème. Je vais être blacklisté. Non, mais tu pourras couper, tu gardes ce que tu veux. Et vraiment, à un moment, il y en a un qui dit à l'autre, espèce d'handicapé. J'étais en mode, mes frères, respectez-vous, soyez unis. On va pas y arriver. Je pleure que d'un côté. C'est bien. Non, mais vraiment, c'est des super moments. Et si par hasard, il tombe sur cet enregistrement, je l'embrasse. Voilà, je pense très fort à lui. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Donc, du coup, tu parles de ton parcours avec les enfants. Ah merde, ça peut faire bizarre comme ça. Dit comme ça, oui. Mais... c'est pas grave, on va laisser comme ça. Tu parles de ton parcours en colonie. Ouais. Et puis ensuite, jusqu'à maintenant, quoi. Donc, j'ai arrêté de faire des colos il y a 2 ans. On va dire, à partir du moment où j'ai été, j'ai pris le poste de prof de théâtre sur Metz, puisque je travaille aussi l'été, je fais des stages, etc., avec des jeunes toujours. Donc, je prends un peu moins le temps de faire des colos, je reste un petit peu à Metz, et quand je pars, c'est plus pour partir moins en vacances. Mais j'ai toujours eu ce lien avec les jeunes, je me suis toujours senti bien, et on passe vraiment des moments chouettes. On travaille donc sur des spectacles. En fait, là, le but, c'est des stages d'1 semaine où, du lundi au vendredi,
et on monte un spectacle, on va dire en général d'entre 15 et 20 minutes, et on le présente à la fin de la semaine aux parents. Ouais, ça doit être du propre. Franchement, je trouve que souvent, c'est très bien. Je trouve qu'on rigole bien. Et moi, c'est aussi un challenge aussi de réussir à faire rire des adultes premier degré avec, du coup, comme comédien, leurs enfants. Parce que c'est facile de faire rire, entre guillemets, un adulte quand son enfant, juste quand il est là, ils vont rigoler en mode pour lui faire plaisir ou parce que c'est leurs enfants. Mais là, le but, c'est vraiment de monter un spectacle qui soit... Souvent, c'est plus basé sur l'humour parce que c'est plus mon style, mais qui soit vraiment de bonne qualité et que les enfants ils fassent rire leurs parents, mais ils fassent rire les parents des autres, ils fassent rire toute la salle. Et ça, encore une fois, ça revient à ce que je disais. Quand moi j'étais petit, faire rire un adulte qui rigole vraiment, tu vois, qui rigole pour de vrai, ça c'est un truc de ouf. Tu leur fais faire du stand-up aux gosses? Alors pas du stand-up, c'est vraiment des pièces. Parce que ça c'est très drôle aussi, les enfants qui commencent à interpeller comme ça. Alors, pour l'instant, comme c'est des stages, ils sont beaucoup. Le but, c'est de monter un spectacle. Ouais. Mais c'est quand même toujours vraiment axé sur l'humour. Donc, c'est pas du stand-up parce que je sais pas si c'est forcément toujours adapté, un exercice qui est adapté à eux. Et puis surtout, le stand-up, il faut vraiment avoir le texte par cœur parce que la blague, elle fonctionne si tu le dis comme ça, avec les mots là, exactement. Le théâtre, on va dire que c'est un peu plus permissif de modifier un peu le texte, de changer un petit peu certaines choses pour eux, pour leur mémoire, pour pas qu'ils se gourrent. J'essaie de prendre des trucs génériques, mais j'envoie des blagues, souvent des petites références, c'est toujours bienveillant, c'est toujours sympa, mais des petites blagues politiques, des petites refs anciennes. Par exemple, les noms des personnages, c'est toujours des personnalités politiques des années 70, 80, 90. Juste pour c'est en plus, quoi. C'est pour le petit truc en plus. Par exemple, c'était un spectacle sur le camping. Et la petite, elle a 6 ans, elle dit « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Balladur, s'il vous plaît. » Et la personne qui vient après « Moi, j'ai une réservation au nom de Raffarin, s'il vous plaît. » Et en fait, juste d'entendre ça par les enfants, ça fait toujours bien rigoler les parents, les grands-parents, etc. Donc, tu m'étonnes. C'est plaisant de les voir s'éclater, de les voir faire rire leurs parents, de voir les amuser, de voir les parents ravis aussi, de voir leurs enfants sur scène s'éclater et tout. Donc c'est un bel échange pour tout le monde. T'as eu une belle évolution, en tout cas en quelques années. T'as bien avancé. J'ai eu la chance d'être bien entouré. Franchement, je pense que sans le soutien de mes parents, de ma famille et donc de la fabrique avec qui je travaille, puisque donc, comme on en parlait tout à l'heure, il y a mon metteur en scène, donc Jocelyn Dailly, qui a mis en scène le spectacle, avec qui j'ai écrit, mais pas que. Il y a tous les autres humoristes de la fabrique, donc avec qui on a travaillé, on s'est donné plein de conseils, donc on a avancé ensemble. Et donc j'ai eu la chance très jeune de pouvoir commencer, ce qui me donne déjà de l'expérience. À 24 ans, j'ai déjà 8 ans de stand-up derrière moi, donc je sais un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je saurais aider des gens. Et j'ai été aidé par des gens qui eux-mêmes avaient de l'expérience, et aussi à côté par mes parents qui m'ont soutenu financièrement, qui me payaient les cours, qui croyaient en moi, qui m'emmenaient à droite à gauche, etc. Pour jouer. Donc là, je me déplace en train maintenant, mais parce que j'ai toujours pas le permis, donc je me déplace en train. Pas le temps. Je l'ai passé tard aussi, t'inquiète. Mais voilà, j'ai eu de la chance d'être soutenu. Et sans ce soutien, qu'il soit financier, moral, amical, ça aurait été dur. Je fais un petit mélange quand même dans mes questions, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit. Dis-moi. Ça évolue ton spectacle, du coup, toi tu vas t'inspirer quand même un peu de l'actualité. Ça me rappelle une des vidéos que j'ai vues de toi où tu interpelles les gens s'ils ont entendu parler de telle actu et t'as un gars qui en a entendu parler, tu dis non bah toi tais-toi. Ah oui, ça c'est un extrait de sketch, ouais. Oui, en fait j'aime bien... L'actu, ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup au monde qui m'entoure et de manière proche ou plus lointaine. Et puis, ça donne toujours plein d'idées, en fait. Vraiment. Il y a du croustillant. La politique en ce moment, c'est tellement la catastrophe dans le monde. Je parle beaucoup. Je cartouche pas mal Donald parce que il donne de l'inspi et puis il le mérite, je pense. Il mérite qu'on en parle pas forcément très bien sur la Coupe du Monde, tout ce qu'il fait. En fait, dès qu'il fait un truc, c'est un sketch quasiment. Tous, dès qu'il fait un truc là, quand il annule le carton rouge du joueur des États-Unis, parce qu'il dit il y a jamais faute, et après 2 phrases après il dit je sais même pas ce que c'est un carton rouge, mais je sais qu'il le méritait pas. Ça déjà, rien que là la phrase en fait il y a déjà une blague. Voilà, donc je parle beaucoup de l'actu, je parle beaucoup de tout ça, et donc le spectacle
il évolue légèrement parce que on va dire que c'est un premier spectacle qui est voué à ne pas forcément, on va dire qu'il n'est pas périssable dans le sens où c'est pas basé vraiment sur de l'actu. Il y a un ou deux passages. Je parlais des Jeux Olympiques. Pendant la période des Jeux Olympiques, c'était vraiment mon sketch phare parce qu'il marchait très très bien parce que c'était actualité. Là, je vais un petit peu, je pense, le raccourcir, rajouter un petit peu plus des choses sur la Coupe du Monde. Et voilà, donc on va dire 80-90% du spectacle ne va pas bouger. Il évoluera un petit peu. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il y aura un deuxième spectacle, tout simplement. Et ce deuxième spectacle, est-ce qu'il sera plus sur les actus? Est-ce qu'il sera plus sur la politique ou des choses, on va dire, renouvelables au sens à modifier régulièrement, je sais pas. Mais ce spectacle-là, en théorie, vous pouvez le voir, même vous aurez pu le voir dans les années 2000, je pense que vous auriez pu rigoler de la même manière aux blagues. Parce qu'il est, on va dire, intemporel, c'est pas pour le vanter, c'est un chef-d'œuvre intemporel. C'est factuellement, il n'est pas basé trop sur l'actualité. C'est le premier spectacle. James Cameron du spectacle. Voilà, exactement. C'est nickel. Exactement, c'est ça. Si tu pouvais, petite question bateau, si tu pouvais revoir le Joss de 15 ans, tu lui conseillerais quoi? De se laisser pousser la moustache plus tôt, parce que ça lui va bien. Ça permet d'aller chercher les filles. Voilà. Si je me voyais il y a 9 ans, je dirais, écoute, le PSG va gagner 2 fois la Ligue des Champions, ne pleure pas, c'est pas si grave, tu t'en remettras. Moi je suis pour l'OM et vraiment ça m'aurait démoli. C'est pas si grave. T'inquiète, à l'Univille j'en connais 2-3 qui sont de l'OM et ça se passe bien. Ouais, ça va au final, hein, tout va bien. Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, dans 9 ans, tu travailleras où tu prends tes cours actuellement, tu seras super heureux, donc fais rien qui te fasse mourir avant parce que ça va être cool. Non, je sais pas. Évite de traverser quand le pied. Voilà. Ouais. Si je dirais, écoute, il y a un concert au Bataclan le 13 novembre, n'y va pas. Celui-là, évite-le. T'iras voir Charlie Lee Couture une autre fois. Je sais pas. Non mais. Non. C'est horrible. Non, en plus, attends, il y a 9 ans. Est-ce que c'était déjà passé? Je sais même pas. Mais en tout cas, voilà. Oui, c'était déjà trop tard. Oui, donc, en fait, ce conseil, il te sert à rien. Non, mais la vie va être cool. Tu auras des petits moments où tu vas être un peu plus triste, mais franchement, ça va passer. Tout va bien. Mets-toi à fond dans le stand-up, travaille. Mets-toi à fond dans le théâtre, encore plus. Parce que je suis quand même quelqu'un de feignant. J'ai quand même du mal à me mettre au travail, là, que je te disais, ça faisait... Procrastine facile? Ouais, je procrastine même pas, je décale à... Quand j'arrive à déléguer une autre personne, déjà c'est encore mieux, mais quand j'arrive à décaler d'un truc d'un an à l'autre, si je pouvais... je suis pareil, mais quand tu tiens une boîte, c'est pas bien. Ouais. Donc, Ouais. Merde, j'ai oublié de répondre au mail là il y a une semaine. Oh là là. Ouais, c'est ça. Catastrophe. Ouais, je suis... Ouais, comme je te disais, là, ça faisait une semaine quasiment que je me levais tous les jours à 14h. Bon, il y a la Coupe du Monde aussi, donc je regardais les matchs en plus. Donc voilà. Là, je me suis levé aujourd'hui, pour les gens qui m'écoutent, si mes parents m'écoutent, ils vont être fiers. Je me suis levé à 6h30. Pour moi, c'est énorme. Tout le lycée, je me levais à 6h30 tous les jours pour aller au lycée. J'avais 1 heure quasiment de trajet le matin. Et après le lycée, je pouvais plus. Donc là, déjà, quand je me lève à 9h30, 10h, c'est dur. Ah, t'as de la chance. En fait, je vais complètement décalé. Hein. Je vis jusqu'à 3h du matin. Après, tes spectacles doivent durer assez tard. Et puis on va faire un débrief, on va manger un kebab avec tous les gens qui ont joué, on va sortir, on va boire un coup. Et au final, la soirée, elle se termine... Elle passe vite, la soirée, au final. Il est vite 3h28, hein, il faut vite rentrer. On va commencer tout doucement à boucler. Si tu pouvais, si tu as envie de faire passer un message aux gens pour qu'ils viennent te voir au théâtre de Lunéville, c'est le moment parce que ce sera diffusé un petit peu avant. Ok, messieurs, dames, Lunévillois, Lunévilloises, je vous invite, et alentour, et proche banlieue et proche couronne, je vous invite vraiment à découvrir mon spectacle parce que je suis un jeune humoriste de la région
A priori, j'ai gagné le vote du public, donc ça doit pas être si dégueulasse que ça. Il doit y avoir 2-3 bonnes blagues, deux ou trois, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, 2 ou 3, donc il faudra bien avoir l'oreille attentive parce que sur 1h30, si vous en ratez une, il faut attendre encore 45 minutes. C'est ma faute. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir le spectacle. En plus, comme je suis pas encore une grosse star, c'est un tarif qui est complètement abordable, c'est 10 €. C'est dans un super beau théâtre, le théâtre de Lunéville, pour celles et ceux qui habitent pas loin et qui n'y sont jamais allés. Bah, franchement, c'est l'occasion, c'est une vraie bonne occasion. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer une fois pour la soirée Comedy Club et ça m'a fait vraiment plaisir de jouer dans un beau théâtre à l'ancienne, très, très chouette. Donc voilà, il y a de tous les types d'humour. Je pense que vous soyez fan des jeux de mots, de l'absurde, d'un humour un peu plus trash. Je pense que vous trouverez forcément des moments qui vont vous parler. Donc je vous invite vraiment à venir me voir. Et si vous voulez voir, vous tapez joss.humoriste sur Facebook, sur Instagram et vous aurez un aperçu. C'est quand même différent parce que c'est des vidéos Insta, donc c'est pas du tout la même mise en scène, etc., la même forme que mes sketchs. Mais ça vous donne une idée un petit peu du personnage et de mon type d'humour. Voilà, donc je vous invite. Je mettrai tous les liens. Et je vous y attends. En tout cas, merci Joss d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. Parce que ça me tenait ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup. Et puis je te dis à tout vite. Eh ben oui, j'espère que tu viendras le 25. Oui, avec plaisir. Eh ben merci. Eh ben, donc, en plus, Jérémy sera là, donc vraiment vous n'avez aucune excuse pour rater ce spectacle le 25 septembre 2026. 2026, oui. Pas 2027, c'est non, pas non, bien. T'auras personne du coup rien et tu vas faire encore une salle tranquille. Voilà, comme je disais, je suis procrastinateur, mais je vais pas décaler la date du spectacle d'un an. Promis, ce sera bien le 25 septembre de cette année. Voilà. Merci. Merci à toi.